Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la biostatistique, plus précisément une introduction à la notion de biostatistique et tous les contours qui vont avec. Donc, le fichier ou le cours que je vais vous présenter aujourd'hui sera en pièce jointe de cette vidéo et n'hésitez pas à liker et à partager pour ne pas rater d'autres vidéos sur cette thématique-là. Ok, la biostatistique, c'est quoi? C'est une notion très courante, surtout dans le jargon ou dans le domaine de la santé, de la biologie et encore tout ce qui tourne autour de la biologie. Donc, quand on parle de biostatistique, il s'agit de quoi? Donc, en début de ce cours, vous verrez là que c'est écrit comprendre, analyser, conclure les bases statistiques de la recherche. Donc, ceci est un premier cours que vous pouvez retrouver sur la page et également sur notre page LinkedIn sur la biostatistique. OK. La statistique est un domaine d'études qui s'intéresse à la collecte et l'organisation et la synthèse des données. Donc, les statisticiens vont s'efforcer ici à interpréter des résultats et les communiquer aux autres. Donc, vous savez, au quotidien, autour de nous, tout ce que nous effectuons, peu importe le domaine, peut être résumé sous forme d'éléments, sous forme de données. Et aujourd'hui, les données peuvent être non pas seulement chiffrées, mais elles peuvent aussi être des audios, des images et autres. Voilà pourquoi, en général, on peut les distinguer en deux grands groupes. On aura les données structurées, les données non structurées. Donc, les données non structurées, ce sont les données telles que les images, les audios, les fichiers PDF et autres. Tandis que les données structurées, c'est telles qu'on nous a appris à l'école, notamment les données quantitatives, les données qualitatives, ou alors des données qui sont regroupées en ligne et en colonne de façon à ce que chaque ligne représente un individu ou une entité et chaque colonne représente une variable. Ok, donc c'est donc très important avant de débuter ce cours de biostatistique de faire une différence entre une entité, une variable et les valeurs. Parce que j'ai dit, dans le cadre des données structurées, les entités en fait sont représentées dans les lignes et les variables sur les colonnes. Donc, on peut avoir une base de données dans laquelle on a une colonne qui est une colonne d'âge et l'âge sur chacune des lignes, c'est l'âge des personnes. Donc, on peut avoir une entité qui peut être par exemple une voiture et on a une variable qui s'appelle le modèle de la voiture. Donc, maintenant, pour chacune des variables, dans chacune des lignes, on va donc remplir les valeurs de ces variables-là. Donc, les valeurs peuvent être des valeurs quantitatives, qualitatives et bien d'autres selon qu'on soit dans des bases de données structurées ou des bases de données non structurées. Ok, une notion également très importante lorsqu'on aborde la biostatistique, c'est la différence entre une population et un échantillon. Donc, c'est très important de noter cela. Donc, lorsqu'on parle de population, lorsqu'on parle d'échantillon, c'est quoi la principale différence? Donc, notez déjà que si on va collecter des données, on va collecter des données sur des entités ou alors sur des individus. Ces individus-là appartiennent soit à une population, soit à un échantillon. Je prends un exemple. Si on s'intéresse peut-être dans le domaine hospitalier ou dans le domaine de la santé, les patients, l'ensemble des patients d'un pays sont constitués comme la population de ce pays-là. Mais la notion d'échantillon va beaucoup plus être utilisée ici. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le savoir, si on va s'intéresser au nombre d'individus dans un pays, la recherche sera tellement énorme, ça va prendre beaucoup de ressources et beaucoup de temps. Voilà pourquoi naît la notion d'échantillon qui sera ici en fait un extrait de la population, mais qui a un pouvoir représentatif de la population. Donc, on va extraire un groupe de personnes qui ont la capacité de représenter la population en général. Et c'est cet échantillon-là qu'on va tirer un certain nombre de conclusions et faire une conjecture sur la population. C'est en général dans ce contexte-là que ceci construit ce qu'on va appeler les statistiques inférentielles ou alors les analyses inférentielles. Donc, c'est très important de savoir un échantillon, c'est un extrait de la population et qui a un pouvoir représentatif. Donc, c'est ça la particularité d'un échantillon. OK. La population, telle que je l'ai présentée, en fait, c'est le grand ensemble des individus qu'on va étudier dans le cadre de notre recherche. Si je fais, par exemple, les recherches sur les institutions hospitalières d'un pays comme le Cameroun, alors l'ensemble des institutions hospitalières constituent ma population. Donc, ici à côté, j'ai mis un petit, j'ai fait un petit, je vous ai mis un petit flyer. Ce flyer, cela présente à peu près nos modules de formation au sein du cabinet N P Training and Consulting. Donc, c'est un module qui est purement pratique et destiné à toute personne qui veut maîtriser réellement et faire une prise en main réelle et pratique
de l'analyse des données avec R, Power BI et introduit également quelques notions d'intelligence artificielle. Donc, vous pourrez avoir le temps de parcourir cela. Il est axé sur 9 modules et sur les 9 modules, on a la possibilité en fait de travailler, de traiter uniquement les modules indépendants tels que la modélisation des données de santé, la géoépidémiologie ou alors la visualisation des tableaux de bord avec Power BI. Donc, ce sont des modèles que vous pouvez solliciter individuellement. OK, revenons à notre cours. C'était juste une petite parenthèse. Donc, revenons à notre cours. Donc, sachant qu'on connaît déjà que la population, c'est l'ensemble des individus qu'on souhaite étudier. Donc, l'échantillon, comme j'ai dit tout à l'heure, l'échantillon, c'est en fait un groupe réduit de la population, mais qui a un pouvoir représentatif. Ça veut donc dire que si j'ai une population qui est de 1 million et que je vois travailler sur 1 million de personnes est très compliqué. Pourquoi? Parce que ça va demander plus de temps, plus de ressources et des fois, il y a pas toujours ces moyens à mettre en exergue pour affronter toutes ces différentes entités-là. Voilà pourquoi on va utiliser un élément qui s'appelle l'échantillon, qui consiste à extraire un certain nombre de personnes de cette population-là et se concentrer. Donc voilà pourquoi on va dire l'échantillon doit avoir un pouvoir représentatif. Et donc il doit être représentatif de la population. OK. Donc, maintenant que vous savez que si on fait les analyses de données, on va donc utiliser des données d'une population ou d'un échantillon. Il faut donc bel et bien catégoriser. Donc, sur cette base-là, comment est-ce qu'on catégorise la statistique? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la statistique a deux principales branches. Donc, on a la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Donc, la statistique descriptive, en fait, vise en fait à définir des méthodes qui vont permettre de résumer, organiser et présenter les données. En général, quand on parle de statistique descriptive, c'est dire, OK, si je m'intéresse peut-être à la moyenne d'âge des étudiants, je peux me dire, la moyenne d'âge des étudiants est de 18 ans, euh, l'écart type est de tel, ainsi de suite. Bref, j'ai tous les éléments qui permettent en fait de décrire. Mais lorsqu'on parle de statistiques inférentielles, c'est quoi maintenant? C'est lorsqu'on va tirer des conclusions sur une population à partir des données d'un échantillon. Donc, je viens sur la population, par exemple, je prends tous les étudiants d'université, ils sont au nombre de 25 000. Alors, je décide d'extraire 1000 personnes, d'avoir un échantillon plutôt de 1000 personnes. Je souhaite maintenant peut-être étudier en fait un phénomène sur les étudiants de cette université-là. Donc, je concentre mon étude sur les 1000 personnes et la conclusion que j'obtiens, je conjecture ça sur la population en général. Donc, voilà en fait ce sur quoi va clairement se poser les statistiques inférentielles, tandis que les statistiques descriptives vont proprement décrire en fait l'ensemble des données qui ont été observées. Donc, en termes d'objectif principal, on va dire décrire les caractéristiques d'un groupe, alors que dans les statistiques inférentielles, on doit donc prendre des décisions. Et qui va dire qui dit prendre des décisions, va parler en fait de formuler des hypothèses sur une population. Donc, les outils qu'on utilise en général lorsqu'on parle de statistiques descriptives, c'est les moyennes, les médianes, les écarts types, les tableaux de fréquence, les tables graphiques. Tandis que dans les statistiques inférentielles, on va le plus souvent faire des tests d'hypothèses, parler d'intervalles de confiance, des régressions, des tests de corrélation, bref, tout ce qui consiste en fait à faire des tests pour tirer en fait des conclusions ou alors justifier en fait les hypothèses qui ont été émises. Donc, les utilisations typiques, elles sont assez claires. Donc, le plus souvent, lorsqu'on fait peut-être des enquêtes, on va faire en fait des rapports d'enquête, des profils de santé publique, des résumés des études cliniques. Alors que dans le cadre de la statistique inférentielle, c'est ce que vous entendez dans le secteur, je dis bien dans le domaine de la santé, on va parler des études expérimentales, des essais cliniques, des prévisions, des généralisations des résultats et plus encore. Donc, en général, dans les stades descriptifs, les données nécessaires peuvent être appliquées à toute la base de données, alors que dans la statistique inférentielle, il nécessite en fait un échantillon représentatif. Ok, donc, un exemple très simple, c'est si on s'intéresse aux patients hospitalisés, on peut dire, ok, la moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 47 ans, alors que si on est dans le cadre d'une statistique inférentielle, la question qu'on pourrait réellement résoudre, c'est dire, ok, sur la base d'un échantillon, en fait, on estime que 20 à 30% de la population générale est atteinte d'hypertension. Donc, vous voyez que entre les deux, dans l'un, on est en train de faire une description proprement dite de la population, alors que dans l'autre, on quitte en fait
Sur la base, en fait, d'un échantillon, on tire une conclusion sur la population en général à partir d'une hypothèse qui a été émise. Donc, j'espère qu'après ce bref résumé-là, vous comprenez réellement c'est quoi les grandes branches de la statistique, à savoir la statistique descriptive et la statistique inférentielle. OK. Donc, si on sait déjà quelles sont les branches de la statistique, une notion qu'on a également émise, qu'on a également définie au début, c'était des variables. Donc, comment est-ce qu'on les distingue? Parce que ici, je vous ai dit, dans le cadre des données structurées, les variables sont souvent représentées dans une base de données structurée. Les variables sont représentées sur chacune des colonnes. Donc, chacune des colonnes représente en fait une variable. Donc, elles vont varier parce qu'il y a également une typologie à ce niveau-là. Donc, une variable est donc une caractéristique qui peut prendre des valeurs selon la personne, le lieu ou alors les objets étudiés. Donc, on a par exemple la taille, le poids, l'indice de masse corporelle et ainsi de suite. Donc, les types de variables, je répète que nous sommes dans le cadre d'une base de données structurée. Donc, les types de variables, on peut avoir deux grandes catégories. Donc, on peut avoir des variables qualitatives ou on va encore dire variables de type catégoriel et des variables quantitatives qui sont encore des variables de type numérique. Donc, à l'intérieur, on a encore des sous-groupes. Lorsqu'une variable est qualitative, elle peut être nominale ou alors elle peut être ordinale. Donc, lorsqu'elle est nominale, il n'y a pas d'ordre. Par exemple, le sexe masculin, féminin, le groupe sanguin A, B, ABO, ainsi de suite. Elle peut être ordinale dans la mesure où en fait les groupes qualitatifs ont un certain ordre. Par exemple, on est faible, modéré, fort, donc on a moyen, passable, assez bien, ainsi de suite. Donc, chez les variables quantitatives, par contre, on a également aussi deux sous-groupes. On a les variables qui sont dites discrètes et celles qui sont dites continues. Parce que on a des variables qui sont en fait des chiffres qui sont des entiers naturels, alors que d'autres peuvent être en fait des réels. Notamment si je prends le nombre d'enfants, on peut pas dire vous avez 0,5 enfants, donc c'est un nombre en fait entier. Tandis que les variables qui peuvent être continues sont des variables qui peuvent prendre peut-être des virgules et ainsi de suite. Par exemple, la taille, on a dit on a 1,58 cm, mètre, autant pour moi, la tension artérielle et ainsi de suite. Donc, c'est très important de connaître également la typologie des variables parce qu'en fonction de ça, cela joue également dans le choix de certaines analyses. OK. Je crois ici, on définit également les différences entre les échelles de mesure, notamment l'échelle nominale, l'échelle ordinale, les intervalles et les ratios. Donc, ce sont des éléments qui sont un peu propres en fait à la biostatistique, notamment le fait que ce soit nominal avec le sexe et le groupe sanguin, ordinal avec le niveau de douleur, en intervalle avec la température et en ratio avec les poids. Donc, ce sont des éléments à peu près spécifiques. Donc, les échelles nominales, donc on parle d'échelle nominale, donc c'est très simple comme je l'ai expliqué. Donc, on peut avoir homme ou femme, oui ou non, en fonction en fait de la variable que vous étudiez. Alors que échelle ordinale, par exemple, on a pris le niveau de douleur, il y a un ordre en fait. Ça veut dire qu'il y a un ordre de classement. Pourtant, c'est une variable qualitative, mais il y a un ordre de classement. Cependant, on peut également avoir les variables de type échelle de Likert. Donc, voilà en fait comment est-ce qu'il se présente. Donc, c'est ce type de variable-là où on a par exemple la fréquence, la qualité, l'intensité qui peuvent être non, very mild, moderate, sévère. Donc, l'intensité peut être nulle, qui peut être moins modéré et sévère. Donc, voici quelques exemples. C'est vrai que c'est en anglais, mais bon, je crois que c'est facilement compréhensif. Donc, on peut également avoir des échelles en termes d'intervalle et en termes de ratio. Donc, voilà en fait un exemple avec les échelles en termes en termes de ratio et en termes d'intervalle. OK. Les étapes du travail, du travail de statistique descriptive. Donc, comme on a dit, on a segmenté en deux grands groupes. On a les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. Donc, en général, lorsqu'on veut faire des statistiques descriptives, dans le processus, il faut commencer par une collecte des données. Donc, dans une prochaine vidéo, on verra en fait quelles sont les méthodes de collecte des données. Ensuite, on a une organisation des données. Donc, il faut les structurer pour faciliter l'interprétation, les grouper en tableau graphique et résumer les informations maintenant sous forme de stades descriptifs. Ce sont en fait des étapes préliminaires parce que même lorsqu'on va voir en statistique inférentielle, ces étapes-là, en fait, seront toujours préliminaires même dans ces cas-là. Parce que pour faire même des tests d'hypothèses, on doit en fait se baser sur quelques éléments descriptifs.
Ok, donc les méthodes d'organisation des données, on peut organiser les données maintenant sous forme de suivant plusieurs méthodes. On peut faire les groupements en classe, on peut faire des tableaux, on peut faire des distributions de fréquences, on peut faire des distributions relatives, on peut faire des mesures de tendance centrale, des mesures de dispersion, des sentiers, des quantiles. Donc, j'ai fait une vidéo, donc je vais faire une vidéo là-dessus où je présente tous ces éléments-là de façon descriptive et de façon concise et précise. Donc, on a un exemple là pour les groupes d'âge, par exemple, dans le jargon en fait international, dans le domaine de la santé, en fait, quels sont en fait les regroupements les plus utilisés. Par exemple, les nouveau-nés, on va dire 0 à 4 semaines, nourrissons moins d'un an, 1 à 2 ans, enfants moins de 5 ans, enfants scolarisés 7 à 9 ans. Bref, ce sont des éléments que vous allez beaucoup plus retrouver dans des documents de santé, notamment en fait des documents internationaux. Donc, comme on disait tout à l'heure, le regroupement, que ce soit pour les regroupements en classe, que ce soit pour les quantiles ou alors pour les intervalles, on a en fait des méthodes qui sont hyper pratiques qui permettent en fait de faire ça. Donc, dans le cadre des quantiles et des centiles, donc on a en fait avec R aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on utilise souvent des formules, mais avec R aujourd'hui, on a la possibilité en fait de les automatiser. Par exemple, en utilisant peut-être si je prends l'exemple pour essayer de regrouper en classe, on va prendre notre base de données. Donc, tel que vous voyez là, on a un exemple de données de 40 patients comme c'est défini dans l'exercice ici. Donc, il est question ici, on dit ce tableau présente le nombre d'heures de sommeil enregistrées chez 45 patients après l'administration d'un anesthésique spécifique. Objectif, construire un tableau pour chaque exercice comprenant la fréquence relative, la fréquence cumulée et la fréquence cumulative. Donc, pour cela, on peut essayer de faire en fait un décompte ou alors essayer de regrouper cela en classe. Donc, on peut les regrouper en classe avec la formule de la règle de Sturges et on utilise la fonction ceiling pour faire les différents calculs et on obtient les résultats tels que vous les voyez là. Donc, vous pouvez mettre pause pour essayer de très bien observer parce que pour la prise en main avec le logiciel R, on aura d'autres vidéos là-dessus, mais vous pouvez mettre une pause à la vidéo et vous essayez en fait de très bien déchiffrer ce qui a été écrit parce que c'est très bien explicite. Donc, ce cours était juste en fait une introduction à la biostatistique. Donc, je crois que vous pourrez retenir déjà c'est quoi la biostatistique, quelles sont les branches de la statistique, quels sont les types de données et comment est-ce que on se comporte dans l'un des cas, que ce soit des stats descriptifs ou dans les stats inférentiels. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Donc, dans d'autres vidéos, nous allons parcourir pas à pas des éléments de la biostatistique, notamment les stats descriptifs et les stats inférentiels, et on va essayer de démystifier tout ce qui se trouve à l'intérieur. À plus, merci.